Et dans le contexte de cette COP27, arrêtons-nous sur la mode, une industrie très polluante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Saviez-vous par exemple que le textile est classé 5e plus gros émetteur et pourtant il y a moyen d'agir à de nombreux niveaux pour réduire son impact? Vous ne direz pas le contraire, j'imagine. Victoire Sato, vous êtes cofondatrice du premier média francophone sur la mode responsable. Alors son nom lui est anglophone, il s'appelle The Good Goods, que vous traduiriez par les bonnes marchandises. Les bonnes marchandises. Alors expliquez-nous, en quoi consiste ce média? C'est d'accompagner l'industrie de la mode vers plus de transition écologique et sociale? Oui, exactement. The Good Goods donc, est un média et une agence de création de contenu. Le premier aujourd'hui sur la sphère francophone qui a été cofondé par mon frère et moi en 2017. Et donc notre mission, c'est de faire de la veille d'impact et de solutions pour accélérer la transition de l'industrie de la mode et du luxe, mais également les citoyens et les citoyennes vers une meilleure consommation et une moindre consommation de vêtements. Alors je le disais, le textile est le 5e plus gros émetteur de dioxyde de carbone. En quoi les pulls et les pantalons que nous portons contribuent à ce réchauffement climatique? Alors c'est là que l'apport de la science est intéressant et c'est vrai que notre travail est basé sur la science et c'est assez inhabituel pour cette industrie. Une étude récente de McKinsey et de Cantis révélait que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas finalement les matières, les teintures ou ni même la pollution de l'eau potable qui est responsable de la majeure partie de l'impact de cette industrie, mais c'est bien l'énergie qui est nécessaire pour faire tourner les machines qui sont requises de la culture des matières premières ou de leur extraction quand il s'agit des matières d'origine pétrochimique, à leur transformation, puis la confection des vêtements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des vêtements que l'on porte partout dans le monde sont confectionnés en Asie et dépendent de pays qui sont eux-mêmes, qui reposent sur des énergies carbonées, donc principalement le charbon et le pétrole, et qui sont la source principale de cette pollution. À peu près 69% de l'impact du total de l'industrie est lié à ces énergies fossiles. Et l'industrie traîne en la matière pour changer la donne? Eh bien, grandes marques. Est-ce qu'il y a des grandes marques exemplaires, par exemple? Alors, il y a des grandes marques qui font des efforts, qui ne sont pas du tout encore exemplaires, mais qui sont en transition. Et c'est là que c'est intéressant aussi. C'est une industrie qui a pris pour habitude depuis 30 ans d'aller très vite, aussi bien dans sa proposition de renouvellement de collection que dans ses systèmes publicitaires, pour nous pousser toujours plus à l'achat de produits neufs, dont la qualité s'est plutôt dégradée et dont la quantité a augmenté de façon drastique. On parle de quasiment un doublement du nombre de vêtements qui sont produits et vendus depuis 20 ans, ce qui représente l'année dernière à peu près 150 milliards de pièces. Et donc ça veut dire que c'est à nous de changer nos habitudes aussi? Alors là, encore une fois, la responsabilité est partagée. C'est pour ça que donc, The Good Goods travaille aussi bien côté des industriels que côté consommateurs. L'idée, c'est qu'effectivement, à l'échelle citoyenne, nous avons notre responsabilité. Nous devons diriger notre pouvoir d'achat vers des marques qui nous semblent vertueuses, acheter moins de vêtements également, puisque la racine du problème est quand même liée à cette hyper-production. On sait par exemple que dans le cadre de l'accord de Paris, pour respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement à 2050, il faudrait qu'on diminue dans l'industrie textile et mode par 3 nos émissions gaz à effet de serre, donc nécessairement la production et la consommation de vêtements. Donc les marques ont un rôle à jouer, mais les consommateurs également. Et c'est pour ça que donc, l'entité The Good Goods travaille aussi bien avec un média grand public disponible en ligne et sur tous les canaux sociaux, mais également côté des industriels, nous faisons de la création de contenu au sein de grandes marques, un groupe de luxe comme une marque qu'on va appeler mass market, donc de production de vêtements industriels, pour aider à sensibiliser les collaborateurs à ces sujets, trouver des solutions sur la chaîne de production. Puis un bon moyen de sensibiliser aussi les plus jeunes notamment, c'est de passer via bien les chanteurs qu'ils écoutent. Il y a Orelsan notamment qui a fait une chanson vraiment sur l'objectif que vous vous êtes fixé. On écoute. Un Indien payé 2 € par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, où des meufs se tuent pour faire... Alors, direction la Roumanie, on l'a vu, mais il y a aussi l'Asie, effectivement l'Afrique. On a vu des images récemment du Ghana, poubelle textile du monde. C'est extrêmement impressionnant. Et là, pour le coup, ça fait vraiment prendre conscience qu'il faut changer la donne.
Effectivement, il y a la même chose en Colombie et dans divers pays dans le monde. Ça illustre tout à fait ce qu'on expliquait à l'instant, le problème de l'hyperproduction de cette industrie qui fonctionne depuis 30 ans sur des économies d'échelle, qui a complètement morcelé sa manière de travailler. Il y a une internationalisation finalement des chaînes de production vestimentaire qui font qu'on est aussi très déconnecté des différents acteurs derrière la production d'un vêtement et que nous-mêmes, en tant que d'ailleurs consommateurs, lorsqu'on se retrouve dans une enseigne de fast fashion, on a beaucoup de mal à réaliser le nombre des étapes et le nombre de personnes qui sont parfois exploitées derrière ce qu'on porte et qui a en apparence un très bas coût, mais d'un point de vue environnemental et social, un coût très élevé. Et pourtant, l'industrie textile, je disais, s'y est mise. Quand on est consommateur, justement, moi je trouve, on est abreuvé d'éco-jargon quand on va faire les boutiques, entre écologique, équitable, éco-responsable, durable, vegan et j'en passe encore. Ces termes font au parti aujourd'hui de ce que l'on trouve sur les portants des boutiques, mais on s'y retrouve pas. Donc, enfin, est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui est dit dans les boutiques et la réalité sur le terrain ? Alors, il y a plusieurs choses ici. En effet, vous avez raison, depuis quelques années, clairement, c'est une sémantique qu'on voit un peu partout. Ça peut être des formules vides de sens. C'était le cas il y a quelques années. C'était principalement du greenwashing, avec cette particularité qu'ont les marques qui ne changent rien à la quantité de vêtements qu'ils produisent, de fabriquer des capsules éco-responsables qui concernent un infime pourcentage, finalement, de ce qu'elles fabriquent tout au long de l'année. Maintenant, il y a un vrai effort de transition qui est opéré au sein de différents types de marques, du petit artisan au gros producteur international. Et tout le travail qu'on opère chez The Good Goods, c'est vraiment de faire la part des choses à la fois entre le greenwashing et la réalité. Et lorsque les marques ont une intention de bien faire mais ne savent pas par où commencer, de les guider vers les nouvelles technologies, les startups qui peuvent leur donner un coup de main, les matières les plus vertueuses, relocaliser pourquoi pas la production, etc. etc. Et donc en cela, effectivement, on peut dire que les choses bougent. Maintenant, en tant que consommateur, on a la responsabilité de s'informer et de faire le tri, de comprendre un petit peu les labels, les matières avant d'acheter. Il nous reste 30 secondes. Moi, je suis d'accord pour mettre en valeur la mode rapide et éliminer le fast fashion. Mais concernant le coût des produits, justement, de marque éthique, vous répondez quoi ? Parce que forcément, c'est plus cher. Je répondrai que le coût d'usage est bien inférieur au coût d'achat. Quand on achète un vêtement de marque responsable qu'on va payer cher, on va le considérer avec plus d'attention, on va être fier de son achat, il va mieux nous correspondre et bien souvent on va moins avoir l'envie, le besoin d'aller se gaver dans une enseigne de fast fashion. Ce sont des achats qui sont pérennes dans le temps et qui, ramenés au nombre de fois portés, vont être économiquement bien plus intéressants. Il y a un adage très connu en anglais qui dit les personnes pauvres n'ont pas les moyens de s'acheter de la fast fashion. Ce sont des vêtements potentiellement toxiques pour leur santé, qui ne sont pas durables dans le temps, qui ne sont pas qualitatifs et qui, mis bout à bout, à force d'être rachetés tous les 6 mois ou voire avec l'ultra fast fashion plus rapidement encore, finalement économiquement ne sont pas si intéressants et pour l'environnement, ça va sans dire. Merci beaucoup, Victoire Sato, cofondatrice du premier média francophone sur la mode responsable. Merci d'avoir été avec nous. On referme ce journal avec quelques